l'objectif de Copygum, c'est de pouvoir faire ce qu'on pourrait pas faire à la main ou ce qui serait trop coûteux pour convertir davantage. En fait, on est avant ChatGPT quand même, ce qui est un élément hyper important. Ce qui est hyper important. N'existe pas du tout. T'arrives à rédiger, les rédactions sont qualitatives. Ça marche très très bien. Que le Q4, c'est vraiment fou en termes de retour sur investissement. Il y a quand même un vrai gap. Sur un de nos sites, d'avoir tout le catalogue sur fond blanc, ça participe à avoir un meilleur taux de conversion. Ce parcours complètement différent, les premiers sites à 17, le tribunal de commerce à 21, 500 000 euros de chiffre d'affaires généré, dormir sur des savons. L'objectif, c'est de développer mon réseau de sites, de développer les process et de maintenir intégration de produits, création de nouvelles boutiques et optimisation. Et que c'est aussi ce qui valorise la boutique à la revente. Il faut bien avoir ça en tête, justement. Je te remercie avec Tristan pour avoir organisé ce mastermind là, en plus c'est pas compliqué. C'est cool. Comment est-ce que la méthode Kraken elle t'a aidé du coup sur le chemin ? La méthode Kraken elle m'a... Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview Kraken, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir Nathan. Salut Nathan. Salut Enzo. Comment ça va ? Ça va super, et toi, merci pour l'invitation, c'est toujours un kiff. Je suis très content de t'accueillir, je suis très content de vous retrouver les amis sur notre petit podcast e-commerce. Aujourd'hui on va parler de faire du SEO, de créer des boutiques SEO pour faire des premières ventes sans thunes et gratter de l'oseille, de la publicité sur Google. On va parler de la construction d'une marque à peine 18 ans. Comment est-ce que Nathan s'est retrouvé avec comme compagnon de chambre plus de 50 000 euros de stock pour sa marque de cosmétiques entreposée dans sa chambre. Et bref, on va parler d'e-commerce aujourd'hui, on va parler de croissance, on va parler d'entreprendre jeune et bien évidemment de faire du SEO, SEA parce que c'est ce qu'aujourd'hui fait Nathan. Bref, Nathan, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce merdier là ? Comment est-ce que tu as démarré l'e-commerce ? Moi, ça a commencé par de la création de sites, encore un peu plus jeune. Donc déjà avant, parce que mes premiers sites c'est 2017. Et donc j'avais un peu commencé à faire du SEO, de rédaction d'articles de blog, ce qui avait pas mal marché. Et donc pour des tiers. Mais et à ce moment-là, comment ça devient ? Tu tapes sur YouTube Non, je faisais des sites. Comment créer un site ? Comment générer du trafic ? Ouais, en gros, comment tout a commencé. En fait, c'était c'est un peu le cliché du geek, mais ça a commencé avec je voulais jouer aux jeux vidéo. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de console. Enfin, il y avait des Mac, des vieux Mac qui traînaient, donc c'était impossible de jouer. Donc je jouais à des jeux de gestion dans le temps et je voulais jouer à un vrai jeu et il fallait avoir un PC. Et donc en fait tout est parti de ça. J'ai appris à en gros configurer mon PC, choisir les composants, etc. Et en fait de fil en aiguille, j'ai galéré à comprendre, un petit peu apprendre comment on faisait ça sur internet, sur YouTube. Donc ça devait être 2014. Et après j'ai monté mon PC et après j'ai fait mon premier site où je proposais des configurations de PC. En gros. Okay. Voilà. Et ça a été comme ça. Je sais pas, je devais être un petit peu dans l'effervescence d'avoir appris ça. Je me disais, ça serait pas mal de pouvoir partager ça et de réorganiser tout ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'était le premier site que j'ai lancé. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai appris à créer des sites où au début, il n'y avait pas vraiment de business plan, il n'y avait pas vraiment de monétisation. Il y avait toujours l'enjeu du faut pas sortir la carte bleue, parce que j'en avais pas. Un sacré défi. T'as appris à faire 100 sous. Ouais, et vraiment zéro. Donc du nom de domaine à l'hébergement... Et donc, on trouve des astuces en fait. On trouve des astuces et puis au fur et à mesure. Parce qu'à l'époque, t'as pas de carte bleue parce que t'es mineur et tu veux pas demander à tes parents. C'est mon premier site, j'ai 14 ans, je pense. Et je veux pas demander à mes parents. Donc, je commence à faire ce site sans rien. Donc, pour le nom de domaine, c'est un peu technique par exemple. Donc ça, c'est le. Ouais, t'as des noms de domaine de merde avec des extensions derrière. Et donc, t'as tous commencé avec ça. ça. Voilà, les petites astuces par-ci par-là. Et au fur et à mesure, donc, comme je gagne un peu d'expérience, je commence à savoir un petit peu bidouiller avec un site. Je fais des sites pour des amis de la famille, on va dire. Et puis, donc, le côté monétisation est toujours un peu difficile. Comme je disais, on avait fait un peu de SEO, on avait fait des articles de blog, ça marchait. Mais derrière, on vendait rien. Parce que donc je travaillais avec un ami de la famille qui vendait des chaussures. On n'arrivait pas à vendre derrière. Bon, bref, pour de multiples raisons, mais en tout cas, on n'arrivait pas à vendre. On arrivait à faire venir 200 personnes par jour, mais derrière, ça vendait pas. Et donc, c'était très satisfaisant d'un côté, où on arrivait à faire venir du monde. Mais de l'autre côté, c'était très frustrant parce que ça vendait pas du tout. Et puis, il y avait quand même tout l'aspect contrainte où c'était pas moi qui décidais. Et je crois que c'est en 2016 où je me suis dit, en fait... je veux décider, je veux pouvoir faire des promotions, je veux pouvoir faire et être libre de mener les projets en fait un peu comme d'aller au bout et que ça Exactement. marche quoi. Là tu veux pas juste générer du trafic, tu veux que ça marche de bout en bout. Et à ce moment-là, donc je suis au lycée
et je suis en première, je crois. Et donc je veux lancer des boutiques, je veux lancer des sites, je veux les monétiser. Et donc le premier axe c'est le SEO, et le premier axe c'est l'affiliation, parce qu'il y a quasiment pas d'enjeu, limite c'est pas très grave si t'as pas d'entreprise pour faire de l'affiliation, t'as aucun frein, tu crées ton site, tu le fais en perso, tu mets ton compte, je crois même pour Amazon il y avait presque pas besoin de mettre ton entreprise, et donc au fur et à mesure j'ai créé des sites d'affiliation qui après justement avoir ramené du trafic, s'est pris les pieds dans le tapis avec des personnes qui disaient mais en fait t'es référencé sur ma marque, tu m'as dépassé, qu'est-ce que tu fais, avec un mot pas très sympa derrière. Mes premiers, je pense au bout de 3 mois je fais 100 euros. Tu te souviens c'était quoi la première vente? Ouais, en savon. Ouais, le premier site. En e-commerce et en affiliation aussi. En affiliation aussi ouais, en affiliation, c'était savon, ouais, je pense aussi. Après, pas sûr à 100%. Et donc, du coup, tu découvres cette opportunité SEO de savon en affiliation. Ouais. Tu vois que ça marche, tu arrives à générer du trafic. Ouais. Et tu vas te dire, OK, je vais le transformer en e-commerce. Ouais. C'est comme ça en que fait, ça va se passer. je me dis, j'arrive à vendre avec Amazon, je sais plus, 50 savons par mois. J'arrive à récupérer leurs 80 centimes de commission, un truc comme ça. Et je me dis, mais en fait, il faut que je les vende en direct. Et donc, j'étais déjà un peu au fait quand même du dropshipping, etc. Et le problème, c'est que je tombe sur un produit où en fait, je ne peux pas le dropshipper. Et donc, en fait, c'est ça la plus grosse difficulté sur laquelle je me confronte tout de suite. C'est que, non, en fait, il va falloir faire du stock, il va falloir l'envoyer, tu peux pas l'envoyer de Chine. Et donc, je cherche une solution. Pourquoi est-ce que tu peux pas le dropshipper, par exemple ? Parce qu'en gros, il est sur AliExpress, mais que c'est des contrefaçons. Et donc j'ai pas le choix, et le produit en fait est fait aux Philippines, et je vois qu'il est fabriqué aussi en Chine, mais je sais que c'est pas l'original, étant donné que l'original est fait aux Philippines. Et donc là, il y a un premier enjeu de comment je vais faire pour shipper ces produits-là. Après, j'avais la chance que c'était des petits produits, mais après il fallait quand même trouver les solutions pour sourcer le produit finalement. Et donc en fait rentrer en contact avec le fabricant, négocier, acheter, tout ça. Ça te fait pas peur, ça ? T'as quel âge à ce moment-là ? 17, 18 ? 17. Ça me fait un peu peur, mais surtout, je sais pas du tout comment faire. C'est-à-dire que je pense que sur d'ailleurs toute mon expérience d'e-commerçant, cette mission de sourcing, ça a été la plus compliquée. Et donc en fait, pour aller au plus simple, dès le début, je me dis en fait, mes concurrents ils vendent le produit à 5 €, moi je vais le vendre à 15 et je vais l'acheter chez eux. Ce qui me fait que j'ai vraiment une concurrence assez forte, quoi, où il va falloir vraiment que je me démarque d'une autre manière. Et donc tout le temps. Donc tu te dis, j'arrive pas à acheter direct aux Philippines, je vais acheter à mes concurrents, je vais dropshipper aux autres vendeurs qui sont déjà en place. Ouais. Et comme ça au moins je peux déjà amorcer, et après au moins je serai plus serein à acheter ma première caisse de 100 pièces par exemple. Et surtout au fur et à mesure, et ça par contre je me souviens plus exactement comment je fais, mais j'arrive à grappiller un fournisseur à Londres. C'est encore à l'époque dans l'UE, et donc je commande 100 savons, et puis on va aller jusqu'à 8000 pièces, je crois, depuis Londres. Mais ça a été assez progressif, et j'avais pas de risque d'acheter 100 pièces, c'était vraiment pas très cher. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, tu vends 50 pièces par mois en affiliation, ouais. Après, tu vends en achetant à tes compétiteurs, ouais. Après, tu lui achètes un petit peu plus, donc tu négocies tes prix, j'imagine, au fur et à mesure. Ouais, et après... Et tout ça en SEO. Tout ça en SEO. Je sais plus trop en combien de temps, mais il me semble que c'était au bout de 6-7 mois. J'arrive à peu près... Combien ça génère financièrement? Ouais, voilà. En gros, c'est 2000-2500 € par mois en full SEO. Et, de chiffre d'affaires? Ouais, de chiffre d'affaires. Et de profit à peu près? Et en termes de profit, on était facilement aux alentours de 40-45%. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? À ce moment-là, je me dis, il faut que je développe mes autres sites, parce que j'avais lancé tout un batch de sites, justement. J'avais lancé 10 sites dès le début, pour me dire, au moins, sur les 10, il y en aura bien un qui marchera. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'essaie de transformer tout le plus possible de sites, et j'investis sur ça, j'investis en stock. J'essaye aussi de gérer la trésor à ce moment-là, et je me rends compte aussi... parce que t'as toujours tout fait sans thune. Ouais, au début, t'as de l'argent. Au début, j'avais quasiment rien, quoi. À ce moment-là, ouais, donc il y a les savons qui partent, il y a les frais logistiques, et il y a moi qui m'en occupe aussi, où ça prend du temps. J'ai fait un peu de les empaqueter, et de gérer alors c'était du monoproduit, donc c'était assez simple, mais de gérer du stock. Et après, je me dis, il faut que j'investisse. Donc le stock, tu le gères quoi, dans ta chambre à ce moment-là déjà? Ouais. Donc, mais il faut gérer aussi le stock de carton, enfin des trucs un peu
peu con en fait, mais si t'as pas de carton, bah, tu les envoies pas quoi. Ouais, les étiquettes, les Et trucs, je vais les à la machins. poste, je me crée un compte pro la Donc poste. tu fais ta petite entreprise dans ta chambre, Ouais, quoi. exactement. Comment est-ce que tes parents, ils voient ça à ce moment-là? Donc ça c'est chez mon père. Donc ma mère elle le voyait pas physiquement mais elle savait ce que je faisais, donc elle m'encourageait dans cette voie-là aussi. Et mon père aussi trouvait ça, enfin il m'a aidé plusieurs fois à apporter quelques cartons de cosmétiques dans ma chambre. Ça le faisait marrer. Ça le faisait marrer, des produits qui venaient de l'autre bout du monde. Et enfin c'était bizarre. Qu'est-ce que je foutais à vendre ces produits-là? Et ça marchait. Et après il y avait quand même l'enjeu sur la première année, j'étais toujours sur un équilibre entre les charges et les ventes qui était insuffisant. En gros, j'étais en SEO, je faisais 2000 €, mais je voulais développer trop de projets. Et en fait, du coup, j'étais juste un peu dans le rouge. Et il y a un moment où je me dis, bah en fait, il va falloir que... Et c'est la grande époque de Facebook Ads, quand même, où 2017, 2018, je vois beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent sur Facebook Ads. Et je me dis, bah il va falloir que j'essaie quand même, à un moment. Et l'année d'après, j'essaie et je perds pas mal d'argent quand même sur Facebook Ads. Franchement, ça a été très très clair. Ça vend, hein, c'était pas ça le souci, mais c'était trouver la rentabilité sur des produits qu'on vendait à ce moment-là. Genre, en gros, le panier moyen, c'était 15 €. Et Facebook Ads à 15 € avec la TVA, c'était vraiment... Enfin, aujourd'hui, je le ferais pas comme ça. C'est-à-dire que... Bien sûr. Trop dur, en fait, trop difficile. Et même au moment où j'avais un ROS de 2, en fait, non, ça marchait pas. J'étais toujours dans le rouge. Et donc, au fur et à mesure, j'avais quand même le SEO qui baquait les dépenses. Mais je me souviens, mon année 2, je suis dans le rouge fort. Et il y a la TVA qui me dit, maintenant, il va falloir payer, en fait. C'est ce que, effectivement, tu payes en retard, mais au bout d'un moment, il va falloir payer. Et donc, je fais, c'est un peu la merde, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? On arrive sur un moment où je relance de la pub, où je restructure, où je prends du coaching. Et c'est à ce moment-là que tu m'appelles, du coup? Ouais. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Je me souviens, j'ai fait 2 coachings, un avec toi et un avec un Canadien sur purement Facebook Ads, etc. Et derrière, en fait, on arrive, je sais plus trop on est dans quel tempo, mais on arrive proche déjà de 2020. Et en fait, janvier, février, mars, c'est là où ça explose, en fait. Donc après, j'étais dans une thématique avec le Covid qui faisait que ça prenait un peu plus fort. Ouais. Et donc, je fais 10, 15, 20, et je crois, en avril, on est à 35. 35 000 € de chiffre d'affaires, du coup, en un mois. Ouais, et en mai, on est à 50 000. Et à ce moment-là, il y a des enjeux qui sont... Enfin, c'est-à-dire que là, je peux plus les envoyer à la main, surtout pendant le Covid. Donc, je prends un logisticien. Il y a d'autres enjeux. Il y a plus de cash aussi qui est en jeu, aussi. Et surtout, il y a un gros problème, c'est plus de stock. Plus de stock chez moi, plus de stock chez mon fournisseur à Londres, plus de stock aux Philippines. Et moi, j'ai mes ads qui tournent, et justement, je pousse pas trop fort. Je crois que la meilleure journée qu'on fait, c'était 4 000 €, mais avec 600 € de pub. Donc, on avait des résultats qui étaient quand même assez hallucinants. En fait, je vois le raz-de-marée je vais pas avoir de stock, qu'est-ce que je vais faire avec les ads? Et qu'est-ce que je vais faire aussi, parce qu'en gros, je m'étais engagé avec le logisticien à un volume, du coup, on avait des contrats à la poste plus intéressants. Bref, il y avait plein de trucs où je me disais, ok, ça y est, on est bon, on est prêt, et là, à ce moment-là, il n'y a plus de produits. Voilà, et là, il n'y a plus de produits, je me dis, mais attends, mais comment je vais faire? Et surtout que le mec à Londres, il importait les produits des Philippines par bateau, donc je savais que je me mangeais 1 mois et demi facile dès que ça serait redisponible. Et donc à ce moment-là, le tout pour le tout, je contacte des agents sur Fiverr. Et je leur dis, vous démerdez, vous toquez aux portes et vous me trouvez un fournisseur. Ça va pas me servir tout de suite, ça va me servir un peu après pour avoir un autre fournisseur directement sur place, pour pouvoir faire une deuxième source de sourcing. Aux Philippines. Mais le problème, c'est que... Ouais, aux Philippines. Mais le problème, c'est que l'aspect marketing, Facebook Ads, j'avais maintenu des précommandes avec un délai estimatif, sauf que il n'a pas été respecté. Donc Facebook Ads saute, PayPal saute, les engagements en termes de cash, et ça a commencé un peu à me rattraper. Et en fait, je pense qu'au moment où je reprends beaucoup de stock, du coup, au moment où je peux,
Parce que je me dis, bah oui, en fait, j'ai réussi à aller à 50 000 en dépensant. Enfin, j'avais pas poussé très fort les budgets publicitaires. Et je savais qu'on pouvait aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, j'arrive plus jamais à relancer les pubs. Enfin, à relancer les pubs et que ça fonctionne. De façon rentable. J'essaie des nouveaux comptes, j'essaie des comptes agences, parce que ça saute toutes les. Enfin, le premier compte qui a fait le succès de la boîte fait que ça s'éclate derrière, étant donné que ce blocage-là, je pense que chez Facebook, ils ont eu. C'est pas que le site était blacklisté, mais en tout cas, ils avaient un indicateur qui faisait que dès qu'on lançait un petit peu plus. Et après, il y avait aussi un autre enjeu qui était sur les cosmétiques, c'est très difficile de cibler avec des ce qui marchait les avant-après, ce que Facebook ne veut pas, c'est les avant-après. Et donc, c'est de jouer entre les équilibres, je sais plus, de mais créatif, quoi. Le motif, c'était santé personnelle, un truc comme ça. Qui disait, bah non, en fait, on n'accepte pas. Et donc, entre ça et les blocages, mais les règles publicitaires changent et ton business disparaît à peu près, quoi. Et donc, et moi je me dis surtout, mais attends, j'ai vu que je pouvais le faire, en fait, que c'était faisable. Et donc, je pense à ce moment-là, je suis pas très raisonnable, où je me dis, on va y aller à nouveau, on va pousser plus fort. C'est pas grave si je pousse la TVA plus tard. Ça va marcher. Ça va marcher, en fait. Je l'ai fait, quoi. Genre, je l'ai fait. Je vois pas pourquoi ça remarcherait pas. Et ça remarche pas. En fait. Et donc, je me retrouve dans une situation qui est pas très confortable, où, en fait, chaque mois, je dois sortir, je sais pas, 7 000 €, et où je fais 9 000 € de CA. Et en fait, du coup, je suis poussé à aller plus loin en termes de chiffre d'affaires, tout le temps, pour rattraper on va dire l'optimisme d'avant, peut-être. Ouais, la perte précédente, ouais. Voilà. Et donc, et en fait, cet équilibre-là, j'arrive pas à le maintenir. Et en fait, la boîte, je la ferme en 2022. Ouais. Je pousse au maximum, j'ai tout essayé pour faire pour remonter le business, ouais. Pour remonter le business. Et en fait, j'y arrive pas. Donc, et j'avais mis les moyens et j'y arrive pas. Et donc, là, on ferme la boîte. Enfin, c'est une période où, tribunal de commerce, etc. Donc, à 21 ans, parce que 2022, c'est juste avant mon anniversaire, donc à 21 ans, je ferme la boîte que j'avais ouvert à tes 17 ans. Plus tôt. Ouais, que j'avais ouvert à ce moment-là. Comment tu vis ça ? Pas très bien. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, bah, c'est un apprentissage énormissime. Je me dis aussi, en fait, parce que c'était très très stressant d'aller au tribunal de commerce à cet âge-là. J'avais pris un avocat et de passer du coup devant les magistrats et de leur expliquer un peu les motifs. Ce qui n'était pas très compliqué d'expliquer les motifs de pourquoi avec le Covid, etc. ça fonctionnait plus et de l'impact. Mais panique. En fait. Mais panique, ouais. Alors donc, les gars, je vends des savons sur Facebook Ads, mais du jour au lendemain, mes CPA ont augmenté. Donc bon. Et puis chipé depuis les Philippines, c'est la merde. Ouais, évidemment, ils ont tout compris, quoi. Je crois qu'on a parlé de blog et ils ont pas compris ce que c'était. Non, mais ouais, à partir de là, c'était fini. Et donc bon, voilà, le CPA, on n'est pas allé jusque là, mais on a dit, bah en fait, il y a plus les moyens, parce qu'il aurait fallu déployer, je pense, 50 000 € pour relancer la machine, refaire du stock et pousser avec des nouvelles créatives, faire un truc encore plus propre et de tenter de reprendre. Et en fait, c'était juste pas possible à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais pas cette somme à pousser et surtout, j'avais perdu l'optimisme sur ce projet. Donc il fallait mettre une fin à ce projet-là. Comment est-ce que tu fais pour pas perdre l'optimisme tout court ? Là où quand tu fais 50 000 € par mois en dépensant 10 000 de pub, tu te sens comme une espèce de putain de rockstar à 20 piges. et tu te sens comment quand ça marche plus, quand t'arrives plus à faire l'oseille, quand... Bah en fait, j'ai fait peut-être pas les deux opposés, mais pas loin. C'est-à-dire que... Parce qu'effectivement, hein, quand je suis arrivé à 50 000, je me dis, bah ça y est, en fait, j'ai réussi. C'est-à-dire que j'ai réussi, le business, ça va arriver. La clé aller. de la vie, les amis. C'est bon, je suis le Messie. C'est tout bon, là. C'est une ligne toute droite, sans encombre et tout. Bah, je sais pas si c'est un retour à la réalité, mais en tout cas, je me dis, ok. Donc en fait, même quand ça marche, même quand ça fait beaucoup de chiffres, même quand on est rentable ponctuellement, derrière, ça peut s'exploser. Il y a quand même toujours un risque que derrière... et même ou qu'on investisse trop, ou qu'on soit... surtout dans une période d'incertitude comme c'était le cas, genre...
Et je me dis aussi pour garder l'optimisme, je suis relativement jeune, enfin c'est une expérience de malade, quand même, j'en ai conscience. Et je me dis, ok, en fait j'ai fait le cycle complet en fait, dans un entrepreneur. J'ai créé, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai fermé, et maintenant faut recommencer. Voilà, et je me dis, mais en fait... Et tout ça à 21 ans. C'est pas mal. Je me dis, j'ai un énorme apprentissage. Bon, c'est le seul truc qui me remotive, hein. Mais en tout cas, je me dis, ouais, en vrai, bah, c'est cool d'avoir fait ça. Et je regrette pas, en fait. Je regrette pas. Combien est-ce que tu as généré de chiffre d'affaires total sur ta marque? Tu le sais? Aux alentours de 450 000 euros, je crois. Tu restes combien à la fin? Ah, du tout. Pas de zub. Et c'est aussi l'erreur de jeunesse, je pense, de pas... En fait, de mettre vraiment focus sur le fait que, ouais, en fait, on va sortir de... Enfin, on va réinvestir, ce qui a marché pendant un temps, mais il y a un moment, en fait, il faut juste sortir de l'argent quand tu peux, quoi. T'as jamais pris un salaire? Non, j'ai jamais pris de salaire. En fait, je faisais des frais, mais c'est tout. Ouais. C'est tout, je faisais des frais et j'avais pas sorti d'argent. Et mais je pense qu'il y avait aussi le spectre du oui, quand tu sors de l'argent, il y a les taxes, machin. Mais j'aurais dû payer les taxes à ce moment-là parce qu'en fait ça se justifiait. Et derrière, ça m'aurait permis de sortir de l'argent parce que j'avais fait quand même beaucoup d'argent sur cette boîte, quoi. Il y a quand même une période, en fait, en 2021, j'avais créé une nouvelle boîte pour séparer mes actifs parce que je voyais mon projet principal qui devenait énorme et je voyais les projets secondaires qui étaient là, mais en fait qui servait un peu à rien, mais qui était tout petit et qui se faisait diluer, que ce soit d'un point de vue chiffre d'affaires ou que ce soit d'un point de vue même attention au projet. En fait, c'est-à-dire que je m'en foutais du coup. Et donc je les ai séparés dans une nouvelle boîte pour mettre les moyens dessus et pour surtout isoler d'un point de vue comptable mon activité principale pour être beaucoup plus clair sur ok, les dépenses c'est ça, etc. Et donc je développais un peu en parallèle cette entreprise-là qui avait beaucoup plus de sites mais qui faisait beaucoup moins de chiffre d'affaires en SEO, enfin SEO tout ou même en chiffre d'affaires total. Et c'est cette boîte-là qui au moment où je perds la première, cette boîte-là, bah, je me dis, bon, bah, tous les œufs sont dans ce panier maintenant. Donc, il va falloir exploiter cette activité-là. Et je prends la décision, je fais un tout petit peu de Google Ads, mais je prends après la décision assez rapidement de, ok, on va pas faire la même connerie que sur la première, on va prendre beaucoup moins de risques, et on va faire que du SEO, avec quasiment zéro cash. Bah donc en gros, on repart un peu à tes débuts, parce que tu te dis, la pub, elle m'a tué, je vais pas me faire tuer une deuxième fois. Exactement, en fait. Même si c'était du Facebook Ads la première fois, et je me dis, non, je peux pas... J'essaye un petit peu Google Ads et je vois que je suis à la limite. Enfin, que je suis au début et j'ai trop peur, en fait, de dépenser plus. Et à ce moment-là, tu fais partie de notre communauté, tu vois ce que nous on fait. On a déjà commencé à lancer des sites en mode Kraken. Ouais. En gros, on est au tout début, je vous vois commencer. En fait, il me semble que vous commencez au moment où je ferme ma première société. Les premiers. Et je pense qu'au moment où je prends ma deuxième société, ça fait presque 1 an que vous êtes dessus. Ou peut-être un peu moins. Et je vois ce que vous faites, mais je me dis, ouais, en fait, c'est trop risqué pour moi aujourd'hui. Ok. Donc tu décides de repartir en mode SEO et de créer 100 sites en SEO. Donc tu as quand même ce truc de je vais faire un max de volume et je vais pousser la machine. Mais par contre, en mode crève la dalle, j'investis pas un bal. Ouais. Ou en tout cas, le minimum possible. À ce moment-là, je me dis, je vais faire les mêmes boutiques que vous, mais que en SEO, et je vais pousser ça, mais sans budget backlink, quoi. Ce qui est une belle connerie quand même. Sinon... Donc tout en ninja, tu passes un temps malade de tout faire en à la main. Et surtout, en fait, on arrive sur la révolution de GPT-3, où je vois une première démo de l'outil, et je me dis, bah en fait, le frein qui est la rédaction, bah il va plus exister. On va plus l'avoir. Donc je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir faire avec des outils à l'époque, c'était Jasper, tout ça, c'est ça qui t'a inspiré? C'était même avant, c'est-à-dire que j'avais vu, bah en fait tu pouvais utiliser dans le playground d'OpenAI, t'avais la possibilité déjà de générer, et après il y a effectivement eu Jasper qui est arrivé. Et je assez vite, okay, quand même. 8 mois après, je crois.
Donc, mais effectivement, ils sont arrivés assez vite et ils ont grossi très très rapidement aussi. Et donc, je me suis dit, ok, bon, c'était vraiment de la solution unitaire. C'était je génère un texte et assez flexible. Je me dis, mais comment je peux faire pour économiser les frais de rédaction que je peux pas me permettre. En fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment, ok, comment je fais ? Et je me dis, bon, faut que je me trouve un petit dev, qu'on fasse un petit outil, et que pour pousser mes sites, en fait. Je fais le pari, ça sera le contenu, et je vais pousser comme ça. Et donc là, c'est le lancement de Copycom, mais juste en interne à la base, c'est un outil pour pousser mes sites à moi. Parce que j'avais créer un maximum de fiches produits et le moins cher possible. J'avais beaucoup de sites, mais pas beaucoup de produits. C'était des sortes de faux monoproduits. Et donc j'étends très rapidement sur beaucoup de produits, beaucoup d'intégration. Et de l'intégration en fait, de premier niveau. C'est-à-dire qu'on ne traite pas encore les images. Peut-être parce que je sais très bien que Google va pas voir qu'il y a un watermark sur l'image. Donc je me dis, vas-y, on va pousser et on va faire du contenu. Et si ça marche sur SEO, alors on retravaillera. C'est ça un peu la démarche que tu te dis ? Ouais, en gros c'est ça. C'est que dès le moment où j'aurai du clic, j'optimiserai la fiche en question. Ok. Et en fait, avec le recul, le point, et je pense que j'ai un peu tout le temps omis, c'est qu'en 2017, sans backlink, on pouvait vraiment et surtout avec un site en exact match domain, donc avec le nom qui est exactement le mot-clé, c'était possible de se positionner avec 50 € d'annuaire. Là, à ce moment-là, sur une boutique, c'était plus compliqué. Donc on est en 2022, à ce moment-là où tu repars. Et donc je me dis, bon, il va falloir quand même que je mette du backlink début 2023, en fait. Ouais, donc alors pour tout le monde, si vous faites pas partie de la méthode Kraken et que vous savez pas ce que c'est qu'un backlink, c'est un lien retour vers votre site internet, ce qui est une des métriques importantes pour pouvoir positionner votre site en SEO, en référencement naturel dans les moteurs de recherche. Quand on parle de backlink ninja, ça veut dire que Nathan ne va pas payer, il va faire en mode gratos, il va aller passer du temps pour essayer de poser des liens qui reviennent vers son site sur d'autres sites internet, des annuaires, etc., d'autres sites. Et quand on achète des liens, c'est-à-dire qu'on va directement aller vers des constructeurs de sites ou vers des éditeurs, et on va leur dire, voilà, j'aimerais que tu me fasses un lien tu me crées un article qui parle de bébé pour faire un lien sur mon site, sur ton site internet. Et donc on paye en général ces gens-là et ça envoie ce qu'on appelle du jus SEO, de la puissance SEO vers notre site. Voilà, je fais quand même une petite parenthèse, je sais pas si tout le monde nous suivait, donc au moins c'est fait. Et donc à ce moment-là, tu te rends compte qu'il faut envoyer du jus, que c'est nécessaire pour que ça marche. Je me rends compte qu'il faut du cash en fait, point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, donc qu'il faut du cash. Moi le cash il est surtout dans le développement de Copycom, que j'essaie d'améliorer, etc. Que je lance. Donc ça marche ton truc ? T'arrives à créer t'arrives à rédiger, les rédactions sont qualitatives. Franchement ça marche très très bien. En fait on est avant ChatGPT quand même, ce qui est un élément hyper important. Ce qui est hyper important. N'existe pas du tout. Ça marche très bien. Un an et demi ? Un an ? Un an. On est un an avant ChatGPT. On est un an avant la révolution ChatGPT où tout le monde commence à l'utiliser un peu en mode waouh, regardez ce que ça peut faire, etc. Très peu de gens parlent d'IA. Personne ne connaissait l'IA génératif, personne. Moi, j'ai vu la montée de l'intérêt pour la techno, et ça m'a... Enfin, je trouvais ça étonnant que personne ne le connaisse au début. J'ai vu les différentes phases d'évangélisation de développement, de ChatGPT. Et donc, ça marche très bien. Sur cette année, je remplis, je crois, une dizaine de boutiques. Et donc, et en fait, on revient au backlink. À un moment, je me dis, ok, on récupère un peu de trafic, on récupère des impressions. On a des bonnes places, mais c'est pas des places qui permettent de faire de l'argent pour le moment. On est 15, 12, 17, mais c'est pas des places qui font de l'oseille. Mais ça fait des ventes quand même. Ouais, j'ai eu quelques ventes, mais c'est pas trop léger. Trop léger. Je vois l'opportunité aussi de proposer un outil pour les e-commerçants. C'est-à-dire que les e-commerçants, moi je vois comment ça me permet de développer ma boutique, et je sais que derrière, si j'améliore les images et que je mets de la pub, ça va le faire. Et donc je commence aussi à voir l'intérêt de ce SaaS qui à la base étant un petit plugin, je dis en fait je vais améliorer ça, et à côté je fais du service, de la créa de site pour financer le tout. Et l'e-commerce qui est un petit. Et donc à ce moment-là, tu te dis sérieusement, je vais développer ça comme un SaaS. Ouais. Je vais en faire une application, on va le commercialiser, etc. On va accueillir de nouveaux clients. Je me souviens qu'on va en faire la promotion, ça doit être ça 8 mois peut-être avant que ChatGPT se lance ou un truc comme ça.
on va le tester, on va en parler. L'idée, c'est de faire du bulk, donc de pouvoir intégrer 200 descriptions d'un coup sur 200 produits avec le bon titre, la bonne description, le truc. Ce qui est une espèce de révolution à ce moment-là dans l'e-commerce. Moi, je me souviens que tu le lances avec Frédéric Zibet de Mon Salaire en Slip, où effectivement, il fait un peu le même constat que nous en mode c'est génial, on va gagner un temps de malade et ça va nous permettre de remplir les sites, tout simplement. À quel point tu penses que c'est vrai et à quel point il faut retravailler un peu les descriptions qui ont été générées? Est-ce qu'il y a un risque de pénalité par Google? Aujourd'hui, avec plus de recul, c'est quoi ta vision là-dessus? Je ferai un petit point sur le avant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les pénalités Google, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose de niche que même quand je vends... ChatGPT n'est pas encore là, donc de toute façon, très peu de gens l'utilisent, etc. En fait, le problème, c'est que la pénalité, je savais pas trop où me positionner. C'est-à-dire que c'était un positionnement purement théorique qui disait Google, son objectif, c'est de répondre à des requêtes. Du moment qu'on répond au mieux à la requête, normalement, il devrait pas nous sanctionner. Mais c'était de la théorie sur ce que voulait Google. Donc à ce moment-là, c'était un petit peu difficile de se positionner. Ouais. Aujourd'hui, on voit que en fait, c'est très clair. Dans les guidelines de Google, il dit que c'est autorisé, mais il dit, en fait, ce que je disais d'ailleurs un petit peu avant, il dit il faut que ça apporte quelque chose. En fait, ce qui ne l'intéresse pas, c'est un article tout recraché où il n'y a pas un apport, mais par contre, sur de la fiche produit où on essaie de faire un apport, que ça soit via les caractéristiques du produit, si on veut un peu enrichir le contenu, pour moi, ça fait totalement le job, surtout qu'on n'est pas sur... on n'est pas sur de l'innovation quand on essaye de vendre une tasse verte, quoi. Donc, il n'y a pas un apport de valeur qui est considérable à faire. C'est pour ça que moi, pour générer la vente. J'ai mis un petit pas en arrière sur la génération des textes de catégorie avec notre outil, où déjà aujourd'hui, on n'est plus assez pertinent sur ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des outils qui font des articles de blog beaucoup plus poussés, où il y a de l'accès à Internet pour chercher des infos, pour pousser davantage. Et maintenant, on se focus vraiment que sur la fiche produit, où l'objectif, c'est effectivement, du SEO classique. Effectivement, si on apporte un petit truc en plus à la main, c'est un atout, mais pour moi qui est marginal. Maintenant, moi, l'enjeu, c'est que ça soit le plus pertinent possible pour le client, et je le vois davantage comme un outil pour vendre que pour faire du SEO. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif de Copygum, c'est de pouvoir faire ce qu'on pourrait pas faire à la main ou ce qui serait trop coûteux pour convertir davantage. Ok, donc une bonne description qui soit finalement SEO, SEA. C'est-à-dire, elle reprend les critères SEO, mais elle va vendre, elle doit faire une description qui est pertinente pour vendre. Ouais. C'est pour ça que... Parce qu'au début, c'était vraiment assez simple comme outil. C'était vraiment... Ça nous simplifiait le fait de faire des copier-coller, etc. Et maintenant, on récupère toutes les infos de la fiche produit et pour avoir une description qui est hyper pertinente. Et surtout, il y avait un point qui était très embêtant, notamment avec ChatGPT quand on l'utilise, c'est que comme sur nos sites, il y a plusieurs blocs de description, il y avait un enjeu de ne pas dire tout le temps la même chose. Et que ça soit cohérent entre les différents blocs. Et ça, c'était un truc où... Donc quand on parle de blocs, c'est la description courte, bloc 1, bloc 2, bloc 3, etc. Exactement. Et l'enjeu, c'était de pas se contredire, parce que quand on les générait un à un, c'était tout à fait possible de contredire des infos, puisque l'IA, elle peut, entre guillemets, imaginer, ou avec son approche de probabiliste, elle va se dire « Ok, ça c'est probable, et du coup, je vais le marquer. » Et donc, une contradiction dans une fiche produit, autant se tirer une balle dans le pied tout de suite. Ça fait vraiment très... c'est un des éléments qui fait quand même pas mal peur. Et donc, nous, l'enjeu, c'était aussi de pouvoir faire tous les blocs en un seul prompt, donc en une seule commande, pour pouvoir sortir tout et que ça se connecte directement aux zones... Que ça soit pertinent. Et que ça soit pertinent. Parce que c'était un des éléments les plus importants pour vendre, en fait. Donc, quand tu te rends compte de ça, du coup, que le SEO c'est trop mou, que ça va pas convertir, etc., tu retravailles ton outil de générateur de texte et du coup, tu vas te relancer à la publicité. J'imagine qu'il y a aussi des tâches type retravail des images, etc., qui deviennent obligatoires. Parce que, effectivement, quand on va faire de la publicité, il faut que ça soit le plus pertinent pour pouvoir convertir. Quelles sont les actions que tu as mis en place
comment est-ce que tu te relances dans la publicité et comment est-ce que tu fais pour confronter un peu tes peurs d'être relancé à la publicité et à recommencer à dépenser pour pouvoir en générer? Bah, la première chose, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est sur les images. C'est premier travail, optimisation des boutiques. Et ce qui est un process qui est un peu particulier parce que, et on se rend compte aussi que si on l'avait fait dès le début, bah c'est plus simple à faire. C'est-à-dire que optimiser, il faut revérifier toutes les fiches, il faut presque reprendre à zéro, sauf qu'il y a déjà de l'existant, et donc il y a déjà des modifications qui ont été faites. Et donc en fait, c'est un process qui est un peu différent. Que maintenant, en fait, là, ça fait à peu près, on a repris les optimisations en août dernier, et donc effectivement, il y a les images, il y a les titres, il y a les prix qui sont un élément très important parce que en full automatique, on avait des règles de prix, donc x3 par rapport à AliExpress, etc. Et donc l'objectif, c'est de créer le meilleur catalogue possible et de l'améliorer au fur et à mesure. Et les résultats sont très nets en fait. C'est-à-dire que les résultats sont très nets entre le site qui est pas optimisé et le site qui l'est. Et au moment où il est suffisamment optimisé, je le pousse en pub et on s'accroche. On s'accroche pour pas reproduire, on va dire, les erreurs d'avant, mais enfin surtout de laisser... Il y avait eu quand même une approche où je m'étais dit, ok, un site qui est mon site principal qui a le plus de trafic en SEO, je me suis dit, je vais pas faire la pub moi-même. Et j'ai pris le service de Tristan, donc d'Ingenious, pour qu'il me gère le compte Google Ads. Et il me l'a dit, en fait. Après, il me fait, mais... parce que je voyais les premières dépenses. Et je sais pas, au bout d'une semaine et demie, je me dis, putain, les résultats sont nuls, quoi. C'est genre, c'est pas ouf. Il me dit, mais on a rien, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pas coupé. J'aurais eu l'impulsion de dire... T'aurais eu envie de toucher. Arrêtons, faut arrêter, là, stop. Et donc on pousse et que ça prend du temps. Et après, bon, il y a quand même un effet fédérateur sur le lancement de toutes ces boutiques-là, qui est, bon, il y a octobre, et puis dès novembre, ça commence à monter très fort. Ça monte, les ROS montent aussi tout seul, et décembre c'est pareil. Donc, à ce moment-là, le seul doute que j'ai, c'est, ok, on est sur décembre, c'est une période particulière, on verra bien en janvier. Et on verra bien, en fait, sur janvier, février. Avant de nous parler un peu de janvier, il faut savoir du coup que sur Google, il faut être patient, que Google c'est un diesel, que le premier mois c'est un mois de lancement, de récupérer de la donnée, d'optimisation un petit peu de la donnée. L'objectif c'est d'être à perte mais pas trop, d'accord, de capturer suffisamment de clics et de données pour pouvoir savoir quels sont les produits qui marchent, quels sont les mots-clés qui génèrent du clic, etc. Quelles sont les positions que vous pouvez avoir dans le shopping. Mois numéro 2, premières optimisations, chercher à être break-even, voire à être rentable de quelques euros. Mois 3, augmentation progressive des dépenses et retour sur investissement publicitaire, où là, on va commencer à lancer l'optimisation du ROI cible, ce qui va nous permettre d'être rentable. Est-ce que grosso modo, ça a suivi un petit peu cet axe, toi, du coup ? Non. Non, parce que... mais c'est pour ça que je disais que c'était particulier de lancer en décembre. C'est que... T'as été rentable dès le mois de novembre ? Exactement, en fait. Plus rapidement. En fait, moi, pour le moment, c'est plus l'inverse. C'est que j'ai eu mois de novembre rentable, mois de décembre très rentable, mois de janvier équilibre. Oui, on est là, forcément, il y a la baisse, mais là, c'est parce qu'il faut baisser tes dépenses, augmenter tes ROAS. Ouais. Et donc, on est à l'équilibre, équilibre quand même positif sur toutes les boutiques. Mais, et donc, combien t'as généré du coup là sur ton trimestre ? Donc sur le dernier trimestre, on a fait, je l'ai noté, on a lancé 4 boutiques. Il y en a eu une seule qui a commencé en octobre. On a fait sur les 3 mois 38 000 euros, mais avec 30 000 euros en décembre, donc on a eu un vrai lancement progressif. Ouais. Où en fait, fin novembre, mi-novembre, je voulais pas rater le Q4. Et donc j'ai lancé 2 boutiques et une en début décembre. Et donc en fait c'est pour ça qu'on a eu un aussi gros mouvement sur décembre. C'est qu'en fait c'était là où on a pu dépenser les budgets pendant cette période-là, tout en sachant qu'on a bien diminué les budgets, on va dire à partir du 15 décembre, pour pas avoir trop de problèmes derrière. Donc 38 000 euros de chiffre d'affaires et t'as dépensé combien en publicité ? Et on a dépensé 12 900, donc pour des mois de lancement test. J'ai vérifié, on est un tout petit peu en dessous on est un tout petit peu au-dessus, du ROS 3. De retour, ouais. Donc pour un mois pour des lancements pour différentes boutiques.
moi j'étais très content. Ça te fait un profit à peu près à combien ça? Et j'ai calculé le profit, on est à 16%, donc 6300 euros sur cette période. Bon, c'est bien pour un lancement. Ouais, et ça valide aussi tout le travail d'optimisation, parce que ça a été un travail de longue haleine qui prend du temps et qui est pas forcément très gratifiant, où c'est toujours Faut remonter repasser les sur tout le problèmes, dire oh, mais ça il faut que tu changes, c'est pas bien, on refait. Et donc là c'était quand même une période assez agréable de remonter, de voir le fruit du travail en fait depuis août-juillet en fait. Qu'est-ce que t'en tires là comme conclusion du coup de ce trimestre de résultats, de ce travail, ces modifications SEO, SEA? Pour moi déjà c'est que le Q4 je le savais hein, mais que c'est vraiment fou en termes de retour sur investissement. Il y a quand même un vrai gap. Il y a une petite voix où je me suis dit mais en fait on pourrait limite travailler toute l'année avec un seul objectif qui serait de faire un énorme Q4. Ce qui est déjà un petit peu l'objectif, mais même de se dire ok en fait on s'en moque du reste de l'année, faut juste que j'arrive à l'équilibre sur le reste de l'année. En fait c'est le Q4 où je gagne de l'argent, où j'encaisse. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je me suis dit. Et après je me suis dit un truc qui allait un peu contre ce que je voulais faire à la base, c'est oui en fait plus la qualité, plus les détails, enfin plus il y a une attention des détails, plus on peut grappiller en fait des points de conversion, plus on peut se permettre d'avoir des ROS finalement qui sont similaires, et en fait plus on peut dépenser. C'était pas trop mon approche on va dire au début. Ouais. Et en fait je vois sur les attentes, parce que j'ai une équipe qui s'occupe des optimisations, je vois que mes attentes elles font que augmenter. Et donc en fait au fur et à mesure on commence à avoir des sites qui sont très très propres, et où on rajoute des fonctions pour que ça soit plus simple, et surtout pour que ça soit plus compréhensible pour l'utilisateur. Et donc c'est ça mon gros apprentissage, c'est par exemple sur un de nos sites d'avoir tout le catalogue sur fond blanc avec une image plus ou moins pareille, à peu près la même mise en forme. Ça participe à avoir un meilleur taux de conversion. Complètement. Et donc je me dis ouais c'est relou à faire, mais il faut le faire, et il faut soit développer les outils pour, soit avoir des personnes des shootings photos. Ouais, par exemple, il y a ça. Ouais. Des fois, ça me refroidit un petit peu, mais je me dis presque quitte à avoir un tout petit peu moins de produits et d'avoir une boutique plus homogène. Ça serait peut-être plus intéressant, plus rentable. Pas encore fait, mais c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu en suspens sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. Enfin, est-ce qu'on va le faire plutôt. Donc, c'est intéressant. C'est ça le gros. Comment est-ce que la méthode Kraken elle t'a aidé du coup sur le chemin? Et la méthode Kraken, elle m'a déjà elle a certifié des choses, où elle a mis elle a mis des décisions sur des réflexions que je pouvais avoir, ce qui est quand même hyper important. Elle m'a rajouté, même si j'avais fait quand même pas mal de process avant, elle m'a rajouté d'autres process, et après là c'est aussi le mastermind, où c'est hyper inspirant de voir d'autres personnes qui sont plus avancées, qui sont sur une boutique et qui font beaucoup d'argent, et se dire ok donc en fait on peut aller jusqu'à ce niveau-là de revenus sur une seule boutique, et on peut avancer comme ça, et aussi de display. En fait il y a aussi quand même pour moi il y a le fait d'être en groupe, et aussi de se voir plusieurs fois dans l'année. C'est physiquement quoi. Ouais, physiquement c'est vraiment c'est un énorme plus, et je mettrais un point d'honneur sur le mastermind d'août, fin août je crois, juste avant septembre, où en fait oui il y avait plein de contenus qui étaient hyper intéressants, mais rien que le fait d'être ensemble, moi ça a débloqué énormément de freins, et ça a ouvert plein de possibilités. Donc je te remercie pour avoir, avec Tristan, pour avoir organisé ce mastermind là, en plus c'est pas compliqué. C'est cool. Mais merci en tout cas Nathan pour ton retour. Du coup, full SEO, qu'est-ce que t'en gardes, qu'est-ce que t'en laisses, et pourquoi est-ce que tu vas continuer à développer du SEO, SEA? Full SEO, oui, mais avec de l'argent pour les backlinks. Donc faut se débrouiller pour trouver de l'argent pour les backlinks. C'est-à-dire que je changerai pas grand-chose de ma démarche contenu, etc. Par contre, tout comme j'ai pu avoir peur de dépenser de l'argent en pub, il faut pas avoir peur de dépenser de l'argent en backlink. Et encore moins en fait. Parce que il faut avoir moins peur, parce que on s'y retrouve quasiment tout le temps.
Sauf si on prend des liens trop chers sur de style article de presse. Enfin, ça c'est un autre problème, un autre souci. Mais ce serait ça que je retiendrai et ce que je vais appliquer sur ma stratégie, enfin que j'applique déjà sur la stratégie SEO sur mes boutiques, et que c'est aussi ce qui valorise la boutique à la revente. Donc faut bien avoir ça en tête justement. Et plus d'optimisation sur les fiches produits, plus d'optimisation sur les textes pour vendre et publicité systématique, du coup. Ouais. Ou pas. Ouais. Si. J'ai fait le check de toutes mes boutiques, il n'y en aura qu'une seule où je ferai pas de la pub. Donc, Okay. Et je ferai quand même une optimisation. Donc, c'est les résolutions en fait, pour 2024. Ouais, mes résolutions, c'est plus d'optimisation. Et si on peut pousser encore plus loin l'optimisation, je me donnerai les moyens qu'on le fasse en fait. C'est quoi tes objectifs financiers là pour cette année? Ou tes objectifs tout court d'ailleurs? Ouais, mes objectifs financiers, ils sont plus très clairs sur cette année. En tout cas, sur le global de l'année, ils sont pas très clairs. C'est vraiment des objectifs de production pour le moment. Là, je vais avoir là dans 1 ou 2 semaines 6 sites actifs. Sur l'aspect financier, ça serait je veux qu'au minimum sur toute l'année, on arrive à 200 € de chiffre d'affaires par jour. Ça serait vraiment un objectif sur ces boutiques-là. Et après, sur les objectifs purement production, c'est à la fin de l'année, je vais avoir 22 sites qui tournent, qui ont été optimisés, et parce qu'en gros j'ai 20 sites qui existent, j'en ai 6 qui sont optimisés et on les optimise au fur et à mesure. Et je veux créer aussi 16 nouveaux sites pour les vendre, que ce soit dans la communauté ou autre, parce que ça permet aussi de financer l'optimisation et d'accélérer un petit peu le tout et de faire d'ajouter de l'huile dans la machine pour que ça roule. Donc ça c'est un gros enjeu. Et il y a quand même un autre objectif dans la partie e-commerce qui est de s'aventurer dans l'univers du B2B. Donc où tu es un petit peu au courant, où on va lancer des boutiques B2B avec des gros paniers moyens. Donc ça c'est un vrai objectif et une vraie expérimentation. Je pense qu'il y a... Donc là, on parle de produits à plus de 1 000 €, on parle de mobilier, on parle de trucs très lourds, compliqués à déplacer, sur du circuit Europe, voire sur du circuit France à France, et de réussir à se positionner en amenant finalement du marketing, des stratégies web à des business qui sont un peu vieillissants, quoi. Exactement. Et notre approche et nos stratégies, et même et la modernité qu'on peut avoir sur nos sites, et la qualité qu'on peut avoir sur nos sites, et s'adresser aussi à des clients qui sont effectivement sur certains aspects très exigeants, mais qui sont moins exigeants sur la partie livraison, et en fait de se confronter peut-être à d'autres difficultés qui vont effectivement être la taille, le poids, mais moins que ça vient de l'autre bout de la terre. Donc on a d'autres choses où on a la main en fait, et avec les avantages du CPC qui est à peu près similaire. En termes de volume, c'est à peu près... en termes de volume, en termes de montant, pardon. En termes de coût, c'est-à-dire que t'acquérir un client qui va t'acheter 500 balles ou t'acquérir un client qui va t'acheter 100 balles, c'est plus ou moins pareil, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un objectif. Donc l'objectif, c'est de développer mon réseau de sites, de développer les process et de maintenir intégration de produits, création de nouvelles boutiques et optimisation. Donc ça, c'est sur toute la partie e-commerce. Et après, sur la partie SaaS, c'est de développer Copy.com, qui est du coup l'outil pour compléter en bulk son catalogue. Donc c'est-à-dire le compléter en masse rapidement et améliorer la qualité de son catalogue. Et on est en train de lancer un produit d'appel qui est, on va dire, la verticale de Copy.com, qui s'appelle Convert. Et l'idée, c'est de créer une page web complète de A à Z avec de l'IA pour vendre un produit. Et donc, ça va être, je mets le nom de produit, je mets mes images, et derrière, ça créera une page de vente complète, une fiche produit complète, optimisée avec la FAQ, des avis pour avoir une idée de ce que ça pourrait être. Et derrière, on va proposer des services d'intégration de ces fiches produits. Donc un peu de la création de site, pour moi 2.0, où on partira d'une maquette qui sera déjà validée par le client, et il aura aussi la possibilité de le faire de son côté. Donc ça, c'est la partie e-commerce et SaaS.
Pour découvrir Copy.com justement, Nathan il a une offre pour vous, le lien est dans la description, vous mettez Kraken15 et ça vous permettra du coup de découvrir son service. Moi je vous le recommande pour l'intégration de produits, pouvoir gagner du temps et faire des choses qualitatives, il faut utiliser l'IA mais il faut l'utiliser intelligemment. Et justement, c'est là où en est aujourd'hui Copy.com, donc profitez-en. Ça coûte pas très cher, vous avez une offre de bienvenue pour pouvoir tester. Le lien est dans la description, juste en dessous. Merci beaucoup Nathan en tout cas d'être venu partager ton histoire. C'est la première fois que tu passes sur le podcast, ça fait plusieurs années qu'on se connaît maintenant. C'est vrai que c'est quand même hyper inspirant ce parcours complètement différent. Les premiers sites à 17, le tribunal de commerce à 21, 500 000 € de chiffre d'affaires généré, dormir sur des savons pour finalement développer du SEO, plus du SEO, SEA. Merci à toi pour participer à la communauté, d'être présent avec nous depuis toutes ces années et pour nous inspirer aussi avec tes différentes actions, tes différents projets. Et puis on va suivre tout ça au quotidien. Laissez un maximum de messages et de commentaires pour Nathan dans les commentaires. Je sais que le fait de faire des vidéos, c'est pas ce qu'il préfère dans la vie, donc envoyez-lui des petits messages de soutien juste en dessous. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Puis bien évidemment, si vous voulez vous aussi vous lancer dans la création de sites e-commerce SEO, SEA avec la méthode Kraken, on vous coach, on vous forme et on vous accompagne dans le développement de vos parcs e-commerce. Le lien est dans la description juste en dessous. Vous cliquez, vous laissez votre email, vous réservez un call avec moi ou avec Martin et potentiellement vous nous rejoignez dans le meilleur programme e-commerce francophone. Nathan, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 6 mois, dans un an pour voir si tu as réussi à atteindre tes objectifs. Merci encore d'avoir partagé ton histoire avec nous et Copy.com, le lien est dans la description. Ciao Nathan et ciao tout le monde. Ciao, ciao.